Le Monde aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui à l'émission, on discute éclipse solaire et actualité politique. Bonjour à tous, Le Monde d'aujourd'hui, Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Aujourd'hui, deux sujets, éclipse solaire et refus, ou plutôt dictature sanitaire, avec Philippe Labrec. Et ensuite, on fait le tour de l'actualité politique avec Stevie Fortin. Notre premier invité du Monde d'aujourd'hui cette semaine, c'est Philippe Labrec, que vous avez l'habitude d'entendre en chronique avec Jean-Philippe Trottier. C'est la première fois avec moi, Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation et tu seras aussi là la semaine prochaine et la semaine d'après pour le remplacement que je ferai de Jean-Philippe pendant ses congés. Exactement. Avec toi aujourd'hui, on va parler d'éclipse solaire. L'éclipse solaire que vous savez qui aura lieu lundi après-midi. Il va faire beau, donc on pourra bien en profiter. Mais pour beaucoup, ça a été aussi la raison d'un psychodrame qui a rappelé, si on analyse la politique et l'actualité, à quel point le risque zéro est devenu un peu le risque, un risque et même une dictature un peu religieuse dans nos administrations publiques et nos commissions scolaires. Oui, on peut appeler ça une dictature de nature religieuse, mais je vous dirais qu'une dictature a toujours deux côtés, ce qui veut dire qu'il y a le dictateur d'un côté et le peuple de l'autre, ou la collectivité si vous voulez dire. Ouais. Et les deux veulent la dictature parfois au même niveau. Ouais. Donc je crois qu'ici, oui, on pourrait bien sûr parler, d'un effet de sanitarisme exagéré qui découle de la pandémie, qui est déjà là avant, à mon avis. Mais je crois que malgré les critiques quand même assez sévères envers le virevoltage du gouvernement et des commissions scolaires, il y a une certaine volonté de réduire, dans la collectivité, je veux dire ici, là, je parle le monde en général, comme on dit, de réduire le risque à zéro, quitte à sabrer dans la liberté. En fait, quitte à diminuer sa propre liberté. Je crois qu'en ce moment, collectivement, c'est pas qu'au Québec, c'est en Occident, on est prêt à échanger notre liberté pour une espèce de garantie qui, à mon avis, est fausse, mais une garantie de sécurité totale, de risque zéro, comme vous avez dit. Mais ce risque ce désir de soumission, façon de parler, quand on analyse un peu l'être humain, c'est contraire même un peu à sa nature. Et on voit, oui, ce qu'on met dans le confort un peu pour pouvoir profiter de divers artefacts de sa vie qui sont plutôt facétieux qu'autre chose, loisirs, téléphone portable, achat, un peu l'homme capitaliste tel qu'on parle. Mais c'est un peu problématique quand on sait à quel point que l'homme moderne est basé sur la liberté. Et on voit ce genre de comportement tel en réaction face à l'éclipse et on se dit mais pourquoi ? Je crois que c'est peut-être un renversement, une fatigue, je dirais. Ouais. Oui, bon, disons que la modernité a été basée sur une certaine idée de la liberté. Je fais très court ici, mais pensons à la Révolution française, par exemple. Donc, oui, valeur de liberté et d'égalité. Ceci dit, la collectivité, le peuple dans son ensemble a atteint un niveau de richesse matérielle, économique, tel qu'on a beaucoup à perdre. Je voudrais que les classes ouvrières de l'époque, là, si on peut appeler ça les classes ouvrières, mais même la classe paysanne française, la Révolution française, n'avaient rien à perdre ou presque, dans le sens où ils étaient très pauvres. La pauvreté était... C'était bas. Les trois ordres, on sait très bien comment était le tiers-état qui représentait les classes pauvres, les classes ouvrières et les classes paysannes. Tout à fait. Ouais. Et je crois qu'on a la difficulté aujourd'hui à vraiment réaliser, à imaginer, à contextualiser la pauvreté de l'époque, à quel point elle était vraiment omniprésente et... on aurait appelé ça le tiers-monde, en utilisant des termes d'aujourd'hui. Et donc, j'ai fait un parallèle ici entre la richesse matérielle et le désir de soumission, parce qu'on croit qu'on peut, en se soumettant à un certain ordre technocratique, garantir même cette richesse matérielle de nos côtés. Je crois que tout ça se fait dans le subconscient collectif et individuel, mais je crois que ça joue. Certains diront que c'est une psychanalyse de salon, peut-être. Mais je crois qu'un peuple qui n'a rien à perdre, on l'a vu un peu, bon, je dis pas qu'il n'a rien à perdre, c'est un peu extrême comme terme, mais on a vu que certains pays, du Sud, appelons comme ça, ont réagi de façon beaucoup moins sévère, beaucoup moins, j'ai envie de dire, paranoïaque, envers la pandémie à l'époque. Et j'ai l'impression, là, que j'ai pas vérifié, mais s'il y aurait, ou quand ils ont des éclipses, la réaction collective est pas celle de panique totale, du moins pas dans le même sens que nous, comme celle qu'on a en Occident en ce moment. Faisons la comparaison un peu entre le Québec, le reste du Canada et même les États-Unis. On voit un Québec, une sorte de volonté de contrôle du risque. On veut éviter tout problème.
Tu parlais avant l'entrevue, avant qu'on entre en studio, dans certaines résidences pour personnes âgées ou dans certaines écoles, parce qu'on a peur que les lunettes soient défectueuses alors qu'elles ont été faites dans les règles de l'art, mais on a peur qu'il y ait peut-être un petit défaut et donc on soit responsable devant une cour de justice, en matière de droit. On va empêcher les résidents, on va empêcher les élèves en tournant leur table pour pas qu'ils regardent l'éclipse de faire quelque chose. Mais on se dit, mais c'est fou parce qu'on ne croit même plus. C'est comme si, par exemple, pendant la pandémie, tu prends un masque, tu crois que le masque va marcher, tout ça. Tu prends un masque, mais tu dis, il y a un défaut quand même dans ce masque, même s'il a été bien fait. Je vais pas le porter, je vais en prendre un encore plus gros, encore plus imposant et encore plus fou. C'est en rendu à quel point on n'a même plus confiance dans le contrôle en qui on vous avait confiance au départ. Donc c'est là le degré de soumission, on est prêt à aller encore plus loin dans une irrationalité absolue je trouve, face à ces événements. Ouais, faites bien de mentionner la pandémie. Il y avait eu un phénomène que j'observais, je ne sais pas si ça a été mesuré sociologiquement, mais il y avait le phénomène des personnes qui surfaisaient l'idée du masque. Donc, on a toujours une version plus moderne, plus grosse, plus efficace, plus hermétique. Et là, on se promenait dans la rue, on se disait, mais qu'est-ce qu'ils portent exactement? C'est quasiment un scaphandre. Ils vont à une convention de Star Wars et ils font Dark Vador. Oui, exactement. Donc, on se posait des questions. Il manque que la bonbonne d'oxygène rendu là. Donc, ça tournait au risible, au ridicule, je crois. Le truc oui, j'ai lu ça dernièrement, là, je pense hier, juste en me préparant, justement, les pupitres tournés vers le mur. Non, mais on est dans le risible. Je crois, là, il n'y a pas d'autre mot en ce moment. Ça fait un peu penser au carré peinturé sur le sol pendant la pandémie, où soudainement, parce que dans le carré, tu es protégé du virus, on sait très bien que c'était pas ça. C'était l'exemple parfait pendant la pandémie. J'aime bien sortir à danser, ou en tant que jeune, j'allais dans un événement de l'été assez couru tous les dimanches au Parc Jean-Drapeau, et il y avait des carrés pour danser. On devait rester dans son carré pour danser. On n'avait pas le droit de toucher les autres personnes à l'intérieur du carré, mais le carré était quand même protecteur et tout ça, parce qu'on se disait c'est fou, et là on en retrouve ce point-là. Mais quelle est la part? Certes, il y a les gens qui réagissent de cette manière, mais les gens, pour réagir de cette manière, il faut qu'ils soient un peu entraînés à réagir de cette manière, à avoir une petite psychose. Et on a une réponse des autorités et une sorte de changement en tout temps des autorités qui ne savent pas quoi faire, qui participent peut-être à la psychose des citoyens. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ils y participent, mais ils en font partie et ils l'entretiennent. Tout ça en même temps, à mon avis. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, les autorités, psychologiquement parlant, ne sont pas nécessairement toujours à part de ce qu'on appelle la collectivité ou les gens en général. Ils en font partie. Ceci dit, ils peuvent l'entretenir aussi pour des raisons politiques, des raisons de contrôle au sens large. Donc, je crois que ça va dans les deux sens, encore une fois. On peut prendre l'exemple de Bernard Drinville qui, lui, au départ, avait dit, écoutez, on va organiser les activités autour de l'éclipse. C'est quelque chose de gérable. Scientifiques. Exactement, on va en profiter. Pour éveiller les enfants à la science. Ce qui me semblait de la plus grande logique, mais c'était le ministère, je crois, de l'Éducation et les différentes commissions scolaires qui ont dit, mais attendez, il y a des risques, il y a des ci, il y a des ça. Ouais. Et là, le message a changé. Et bizarrement, il faut se poser la question, l'éclipse, c'est pas une surprise, c'est pas quelque chose auquel on ne s'attendait pas, c'est quelque chose de planifié, du moins qu'on attend, qui est calculé, on peut dire à peu près exactement à quelle heure, à quelle journée, des années à l'avance, l'éclipse va prendre place. Et là, soudainement, à quelques semaines ou un mois de l'éclipse, on change de discours, on n'est plus sûr. Ça trahit, je crois, cet esprit du risque zéro, comme on l'a dit. Cette crainte totale de prendre tout risque, aussi gérable le risque peut-il être. Et de deux, ou de trois, je devrais dire, c'est ce manque de vitalité. Et j'ai envie de faire un petit point Goodwin à la québécoise, mais est-ce que c'est lié aussi au peuple québécois et sa façon de parler? C'est un peuple soumis depuis la conquête, et cette soumission s'est intégrée dans tous les recoins de la pensée québécoise et de la psyché québécoise sur beaucoup de choses. Prenons un exemple, le Québécois qui refuse un peu le combat, qui refuse un peu l'affrontement dans les débats, qui a du mal avec des émissions de débat parce qu'il y a un peu de violence intellectuelle, le Québécois qui va refuser un peu de conflictualité. La réponse face à l'Église, c'est ce refus de la conflictualité face au réel, mais c'est alors que les autres sont prêts à l'accepter, qu'ils aient été soumis ou non. Est-ce que ça va un peu trop loin? C'est à cause de ça? On peut y relier? Il y a des parallèles. Je sais pas si on pourrait faire
un lien psychologique entre la conquête et la décision qui a été prise en ce qui a trait à l'éclipse et donc de fermer les écoles. Ça me semble un peu quand même tiré par les cheveux. Ceci dit, il y a du vrai, dans le sens où le Québécois moyen, ou le Québec dans son ensemble, se croit post-historique, dans le sens où on est plus progressiste que tout le monde, est toujours meilleur que tous les autres, et en même temps, on est absolument incapable de s'assumer dans l'histoire, ce qui veut dire le tragique de l'histoire. Et donc, les risques qui viennent avec, la vitalité qui vient avec aussi. Quand je parle de vitalité, je dis ici, un être qui démontre une passion pour la vie va prendre les risques qui viennent avec. Pensez à un parachutiste, quelqu'un qui fait de l'escalade, qui va monter l'Everest, peu importe, je prends des cas extrêmes, mais on risque sa vie constamment, mais on le fait pourquoi? Justement pour vivre, potentiellement pour certains, jusqu'aux extrêmes, justement. Ici, je crois que, pour faire encore une fois peut-être psychanalyse de salon, mais le Québec dans son ensemble, comme j'ai dit, se croit post-historique dans le sens qu'on est plus avancé que tout le monde, on se permet de juger les autres sociétés, mais en même temps, on ne se permet pas de vivre nous-mêmes tout le spectrum, si on veut, des expériences collectives qu'on pourrait avoir, des meilleures au pire. Et donc, si on n'est pas capable de prendre le risque collectivement de simplement se mettre des lunettes protectrice lors d'un éclipse, qu'est-ce qu'on serait capable de ne pas faire aussi? Devant quoi on va s'agenouiller ou se coucher, comme on dit? Quoi d'autre devant lequel on va se coucher? La question se pose, oui. C'est quand on voit, par exemple, je prends un article de la presse sur le sujet, on voit la peur de se faire poursuivre si un élève enlève ses lunettes, prend le dessus sur la rareté du phénomène et la chance de l'observer. Une enseignante avait pu compléter ce propos en disant qu'elle est déçue, fâchée, outrée. Avoir su, ça aurait été mieux de fermer toutes les écoles sans indiscrétion. C'est voir cela, cette peur, ce désir de soumission. Ça me fait dire qu'il y a une phrase de Voltaire qui est assez intéressante, que ça fait partie des phrases qui sont souvent un peu sur le pupitre de la console chaque jeudi. Le monde, avec lenteur, marche vers la sagesse. Mais là, on voit, il y a une absence totale de sagesse de la part des autorités gouvernantes ou même de la part des gens, se disant qu'ils sont prêts à poursuivre telle ou telle chose, qui ne pensent qu'à eux au lieu de penser au commun et au lieu de penser aux bénéfices qu'un tel événement et l'enseignement d'un tel événement pourrait apporter. Ouais, je crois que l'éclipse semblait anodine, sans intérêt pour le commun des mortels. Il y a aussi ça, malheureusement. Ça manque ça démontre un manque de curiosité, j'ai envie de dire envers le cosmos, mais envers l'univers en général, pas nécessairement l'univers des étoiles, mais le monde qui nous entoure. Ça pourrait faire partie du profil psychologique québécois que vous avez mentionné juste avant. Cette espèce de... Je crois pas qu'on manque de curiosité, mais il y a des moments où, oui, le Québec est provincialisé. Je dirais ça comme ça. Parce que donc, les États-Unis ont fermé les écoles. Je crois que l'Ontario aussi, mais je suis pas certain. Ou du moins, il y a un encadrement. Il y a un encadrement avec l'équivalent de journée pédagogique, avec l'équivalent pour éveiller les enfants à la science, ce genre de choses. Aux États-Unis, il y a certaines écoles qui ont fermé, mais ça a été laissé au loisir. Mais on a eu, par exemple, dans les États du Sud, certains États-Unis sont fermés, certains États du Nord font ce genre de journées avec des scientifiques. Ouais, ils en profitent. Et moi, je vais prendre l'exemple en France. Dans les années 90, quand j'étais gamin, on avait eu une grande éclipse, l'éclipse du siècle solaire total et tout ça. J'étais à l'école, on avait une journée scientifique avec des astronomes en herbe qui venaient nous expliquer les phénomènes pour nous expliquer le système solaire. C'était fou, c'était génial. Et ça a éveillé beaucoup de passion. C'est fait pour ça, ce genre de choses. Voir le Québec refuser faire ça, c'est décevant. Mais le mot passion est le bon, je crois. Ça veut dire qu'on a pesé les risques, aussi minimes étaient-ils, envers l'éclipse. Ouais. Et on a pesé justement les passions potentiellement éveillées grâce à cet événement. On s'est dit, maintenant, les risques sont plus élevés, qu'on sait qu'ils sont minimes, en fait, mais extrêmement minimes. Et donc, oui, je crois que ça démontre quelque chose de grave, je crois, là, qui est difficile à saisir, en tout cas, de mon côté, à quantifier. Surtout, c'est quelque chose qui est inquantifiable, mais qui se ressent au quotidien, je crois, collectivement au Québec. Parce que les Américains et les Ontariens, par exemple, même si certains ont fermé les écoles, ont encadré, à ce que je sache, il n'y a pas vraiment eu de débat, il n'y a pas eu de controverse. Les autorités n'ont pas... il n'y a pas eu de virevoltage constant des autorités. Personne n'en a fait un cas quelconque. Ça ne s'est fait qu'au Québec. Donc, de un, comme j'ai dit tantôt, je crois que ça démontre une certaine provincialisation qui largement qui date, disons-le comme ça, parce qu'on en vient à discuter sérieusement de sujets anodins qui ne devraient pas être le sujet de discussion sérieuse. Totalement. Mais malheureusement, la provincialisation fait qu'on en parle, parce qu'on n'a rien d'autre à dire, en fait. Donc, ça démontre un certain vide intellectuel et psychologique et philosophique collectif au Québec, malheureusement. C'est symptomatique, là, par contre.
le manque de vitalité ou la dévitalité québécoise est pas unique au Québec. Je vous dirais que j'extrapole très loin de tout ce qui entoure l'éclipse au Québec, mais je crois que c'est quand même occidental comme phénomène. J'avais un ami qui avait dit en fait le Québec est à l'avant-garde de la dévitalisation occidentale. Et j'avais trouvé la formule assez juste. Je crois que c'est peut-être vrai. Et pour revenir sur ce que je disais tantôt, cette dévitalisation avancée du Québec, on la croit comme étant historique, et comme étant l'espèce de marque du progressisme abouti, quand en fait, comme j'ai dit, c'est une dévitalisation. Donc, il y a illusion, je crois qu'il y a confusion au Québec. Et le drame ou le débat autour de l'éclipse et des mesures, c'est une preuve supplémentaire. Ce n'est que, c'est symptomatique. C'est pas la cause de quoi que ce soit, mais je crois que on voit ce qui se passe, c'est une preuve de plus, oui, tout à fait. C'est quand même aberrant si Donald Trump a pu regarder une éclipse sans en perdre les yeux alors qu'il avait déjà pas de cerveau avant. Donc voir qu'on refuse au Québec. En tout cas, Donald Trump, à mon avis, est beaucoup plus sage qu'on voudrait le croire. Il joue le clown, mais il y a plusieurs des choses qu'il avait dites dans le passé, il y a plusieurs des choses qu'il avait faites. À l'époque, on en avait ri, puis aujourd'hui, on se dit, ouais, peut-être que finalement, c'était pas si stupide que ça, là. Philippe Labrec, merci beaucoup d'avoir été avec nous, chroniqueur aux affaires, chroniqueur à l'émission de Jean-Philippe Trottier, Questions d'actualité. On se retrouve la semaine prochaine et la semaine d'après dans le cadre de Questions d'actualité aussi, tous les deux. Merci beaucoup Philippe. Merci à vous, un plaisir. Merci à toi.